Bonjour, bienvenue dans ce module 9 qui vise à vous aider à chercher les références bibliographiques sur lesquelles vous allez pouvoir appuyer et étayer vos enseignements. Nous allons le découper en deux parties. Une première partie sur comment chercher les références avec quelques lieux sources et quelques clés pour le faire. Et puis enfin, très rapidement, dans la deuxième partie, nous vous donnerons quelques éléments, une sorte de b.a.-ba de lecture critique. C'est parti, vous êtes prêts? Alors, trois bases de données principales ou métamoteurs vont vous permettre d'étayer vos références bibliographiques, de trouver des références bibliographiques et d'étayer vos diaporamas. La première que vous connaissez probablement, c'est PubMed, qui est aussi Medline. La deuxième est Physiotherapy Evidence Database ou PEDRO, qui est une base spécialisée dans le champ de la kinésithérapie. Et enfin, la troisième auquel on peut vous inviter de vous attacher est Google dans son module Scholar qui permet de référencer un certain nombre d'articles qui ne sont pas nécessairement dans les deux premières bases. Nous allons détailler tout cela en quelques diapositives. Alors, Medline PubMed, son plus, c'est que c'est la base de données de référence biomédicale. Elle contient 30 millions d'articles et elle référence les meilleures revues. Alors évidemment, à chaque avantage, il y a ses inconvénients, c'est que beaucoup de revues de physiothérapie ou de médecine physique de haut niveau ne sont pas référencées dans cette base. Et donc il va falloir avoir conscience qu'on n'a pas accès à toute la littérature scientifique de qualité dans cette base. Alors quelques éléments clés, quelques trucs pour utiliser cette base Medline PubMed. Quelques éléments clés quand vous allez accéder à la première page de PubMed. Donc là, on découvre une page à partir de la recherche sur le mot-clé e-learning. Alors, tout en haut de la page, vous allez retrouver la recherche par mots-clés. Il va falloir que vous déterminiez les mots-clés en anglais, puisque la base ne référence que les revues en anglais ou les revues qui présentent un résumé en anglais. À partir de là, vous allez pouvoir également filtrer les articles qui vont être recherchés avec un certain nombre de filtres. Le premier type de filtre, c'est le type de travaux que vous allez rechercher. Est-ce que c'est les essais cliniques? Est-ce que c'est des méta-analyses? Est-ce que c'est des revues de littérature? Vous allez pouvoir ouvrir des filtres à ce propos. Vous allez pouvoir également filtrer selon que vous voulez accéder simplement ou avoir en référence simplement des articles qui sont accessibles entièrement gratuitement ou pour lesquels il y a par exemple au moins le résumé en anglais. Vous pouvez limiter les bornes en termes de date de la recherche en demandant une recherche limitée sur les 5, 10 dernières années ou sur des dates plus précises. Enfin, vous pouvez spécifier si vous voulez la recherche et des travaux qui concernent simplement l'être humain ou également le monde animal. Tout en haut, à partir du moment où vous aurez lancé votre recherche, vous allez avoir les articles de référence du domaine. C'est une nouveauté qui n'existait pas il y a quelques années dans cette base de données. Vous allez avoir les 3 articles les plus pertinents en fonction des mots-clés que vous aurez déterminés au départ. Donc vous allez pouvoir considérer que c'est la base de votre recherche. À partir de là, sur la partie droite, vous allez voir un diagramme qui vous permet d'accéder en fait à la récurrence des publications en fonction des années. Et ça vous permet de voir si votre travail de recherche est un travail de recherche dont les publications sont en train d'augmenter ou s'il y a eu à un moment donné un pic de publication. Enfin, sur
la recherche elle-même, vous allez pouvoir avoir la mention de façon tout à fait automatique, donc ici en couleur un petit peu brune, si l'article est en libre accès. Alors, quelques petites astuces destinées à vous faire gagner du temps. Donc, quand vous accédez à un article, donc là, en cliquant dessus, à partir de la page précédente, vous pouvez donc accéder à la fonction abstract qui vous permet d'avoir en fait le résumé de l'article. C'est généralement par ce biais-là que l'on passe de manière à voir si au-delà du titre en fait l'article présente un intérêt avant de tenter de le récupérer. Toujours sur cette page, il y a moyen également en fait d'avoir la version brute de ce texte, c'est-à-dire en fait d'avoir une version purement dactylographique qui est plus facile à saisir puisqu'elle est expurgée de ces rajouts HTML. Donc si vous avez à copier pour par exemple obtenir les références de l'article, ça vous évite voilà, d'avoir tous les scories qui sont difficiles à employer par la suite quand vous voulez le récupérer pour un autre texte. Ça va vous permettre d'avoir un texte brut. Toujours sur cette page, vous pouvez en fait faire un choix au niveau des priorités qui vont être données. Alors, vous pouvez choisir en fait que les articles vous soient présentés par ordre d'importance et notamment par ordre de citation. Par défaut, en fait, le système choisit de vous mettre la référence la plus récente en premier et vous allez descendre dans les pages pour avoir les références les plus anciennes. Nouvelle interface de PubMed en fait auquel vous pouvez accéder puisqu'elle est maintenant proposée de manière systématique. C'est une version low design avec un graphisme plus minimaliste. Bon, les deux interfaces en fait se complètent, se ressemblent. Celle-ci est un peu plus expurgée, c'est un peu plus difficile de retrouver toutes les fonctionnalités qui étaient avant présentes systématiquement dès la première page. Par contre, voilà, on voit visuellement elle est beaucoup plus facile à conserver. Autre fonctionnalité intéressante dans PubMed, vous pouvez gratuitement en fait vous constituer un compte. Donc en fait, il va falloir pour cela en fait indiquer simplement un email à partir duquel vous serez reconnu et puis évidemment un mot de passe. Ça vous permettra en fait en vous reconnectant avec ces identifiants-là d'avoir l'historique de toutes vos recherches et retrouver en fait toutes les pages que vous avez consultées. Ça peut être un avantage si jamais plusieurs jours après une recherche, vous vous dites mince, j'avais trouvé les bons articles, c'est cet article-là qu'il me fallait, ça y est, je me souviens, c'était avec avant-hier, mais vous ne vous souvenez plus exactement avec quel mot-clé. Voilà, ça va vous permettre de retrouver assez naturellement en fait les choses. Deuxième base de données, donc, qui est la base de données internationale en physiothérapie, qui inclut toutes les recommandations de bonnes pratiques et également toutes les revues de kinésithérapie internationale en langue anglaise qui ont un bon niveau scientifique. Le moins de cette base de données, c'est qu'il y a peu de revues francophones, à part les recommandations de la Haute Autorité de Santé. En fait, on retrouve peu d'articles francophones sur cette base. Le principe de recherche est assez standard, là encore, avec une recherche par mots-clés qu'on peut faire soit en recherche simple, soit en recherche avancée. Dans les petits avantages, mais qui présentent vraiment un intérêt, notamment dans le cadre de la confection d'enseignement, c'est en fait le classement qui est choisi par défaut par Pedro. En fait, dans votre recherche, Pedro, par défaut, va mettre
les recommandations de bonne pratique, puis les revues systématiques, puis enfin les études cliniques en classant celles avec la meilleure qualité scientifique en haut de la page. Et puis progressivement, vous allez, si vous continuez à faire défiler les pages, vous allez avoir non pas les plus récentes, comme dans PubMed, non pas celles qui correspondent le mieux aux mots-clés, là encore, comme dans beaucoup de bases de données, mais celles qui ont les meilleures qualités scientifiques selon 10 critères. Il existe une interface de recherche avancée qui permet de compléter. Troisième base de données, Google Scholar, qui est un métamoteur de recherche, c'est-à-dire qu'en fait, Google va aller chercher dans d'autres moteurs de recherche, ce qui fait que la recherche va être très approfondie et que ça va notamment vous permettre d'accéder à des articles en français et à leur référencement. Donc, par exemple, en fait, Google utilise la base de recherche du CNRS qu'elle va explorer lorsque vous faites une recherche par mots-clés, notamment en mots-clés en français. Petits avantages que donne Google Scholar, c'est d'indiquer le nombre de citations de chacun des articles. Il a une forte propension à citer les articles les plus cités en premier, ce qui vous permet en fait sur une recherche rapide de savoir quels sont les articles de référence dans un domaine, entre guillemets les articles souvent historiques. Et il vous indique également de manière claire si les articles sont disponibles gratuitement. Le moins de Google Scholar, c'est également de vous citer des articles sur des revues sans comité de lecture. Donc parfois, il faut savoir distinguer des articles de très haut niveau scientifique qui peuvent être disposés juste à côté d'articles de moindre qualité. Voici les résultats d'une recherche telle qu'elle pourra apparaître à l'écran suite à une recherche sur Google Scholar. Vous voyez en dessous de chaque article apparaissent le nombre de citations. Sur la partie droite, vous pouvez percevoir que les 3 articles en question sont téléchargeables. Vous avez directement le lien pour pouvoir télécharger ces articles. Et vous voyez sur la partie gauche qu'un certain nombre de filtres assez classiques sont proposés de manière très intuitive, notamment un filtre par date. Il existe un grand nombre d'autres bases de données qui présentent chacune des spécificités. Elles sont notamment utilisées dans le cadre de travaux ou de préparatoires à des travaux de recherche ou dans le cadre d'élaboration de projets de recherche. Certaines de ces bases nécessitent des abonnements pour être utilisées dans leur intégralité. Nous allons en citer quelques-unes dans les pages suivantes. Alors, première base, nous pouvons citer Ctrip, qui va au-delà des articles et qui cite les sources de brevets et les références en termes de brevets. UpToDate, qui est une base donc, par un des éditeurs qui fournit les revues de littérature actualisées. Cochrane, groupe international qui élabore des synthèses de littérature ou des recommandations. Il faut savoir que Cochrane a également une base de données propre qui est complémentaire des 3 bases de données que nous avons données en introduction. ScienceDirect, qui est le référencement de toutes les revues des groupes Elsevier, notamment Kinésithérapie, la revue pour ce qui concerne les revues de kinésithérapie française. Kinédoc, qui est la base de données des revues francophones qui intègre également les mémoires de fin d'études. Maintenant, une fois que vous avez accès à ces sources de littérature, il est intéressant d'avoir un b.a.-ba de lecture critique. Alors, il n'est pas de notre intention ici de faire un cours complet
de littérature et de lecture critique. Nous vous invitons à consulter pour cela les référencements et les webographies que nous fournirons dans le module 12. Mais cela va vous permettre d'avoir quelques clés de lecture rapides pour vous faire une idée et distinguer le bon grain de l'ivraie. Alors, les petits indices, si vous ne sentez pas de rentrer dans le détail, c'est la qualité de la revue. Est-elle référencée dans les grandes bases de données, et notamment les deux plus importantes, PubMed et PEDRO. Logiquement, on peut considérer que les articles publiés dans les grandes revues, grande étant à prendre avec des guillemets, ont subi les fourches codines de comités de lecture très stricts, et le rôle des comités de lecture étant de distinguer les articles de moindre qualité et les articles de meilleure qualité, pour ne retenir que ces derniers, logiquement, c'est déjà un élément intéressant. L'autre élément d'appréciation, d'où l'intérêt de consulter Google Scholar, c'est de savoir le nombre de citations de l'article, notamment pour les articles historiques. Il est vrai que pour un article qui date d'il y a plus de 20 ans d'avoir été très peu cité, tente à démontrer que l'article en fait a peu fait évoluer le champ de la connaissance dans le domaine en question, ce qui est plutôt un indice défavorable sur son intérêt. Donc vérifiez de manière constante la qualité de la source. La revue est-elle référencée dans des bases de données de qualité? Pour les livres, est-ce des éditeurs scientifiques reconnus? Puisque là encore le processus de sélection est plus difficile. Vérifiez le nombre de citations de l'article. Évidemment, c'est relativisé en fonction de l'ancienneté du domaine. Un article publié dans l'année aura nécessairement moins de citations qu'un article publié il y a 30 ans. Consultez au besoin l'impact facteur de la revue, c'est-à-dire l'influence de la revue dans le champ disciplinaire. Et enfin, si vous en sentez les moyens, vérifiez les qualités méthodologiques. Est-ce qu'elles respectent les meilleures normes selon le type d'article que vous consultez? Altmetrics peut être un accessoire assez intéressant pour mesurer l'impact d'une publication, puisqu'il va à la fois déterminer le nombre de publications, mais également son nombre de consultations et son influence dans le champ disciplinaire. Alors, le cas particulier des recommandations de bonne pratique, cette fois-ci, ce qui va être un gage de qualité est le niveau de ces recommandations, à savoir est-ce un groupe international qui les a élaborées ou un groupe national, qui les a élaborées, est-ce une société savante ou un organisme national, donc pour la France, la Haute Autorité de Santé, quelle est l'année de production, puisque même avec une qualité très importante, les données scientifiques évoluant très rapidement, l'ancienneté finit par être un facteur défavorable. Ont-elles été élaborées dans un cadre mono ou pluriprofessionnel? Et à quelles questions cherchait-elle à répondre? Pour finir et pour conclure, notamment pour vous aider à l'interprétation des recommandations de bonne pratique, deux choses sont à distinguer. Le niveau de preuve, c'est-à-dire à quelle qualité méthodologique se réfère la recommandation, à partir de quels éléments concrets scientifiques la recommandation a pu être établie. Est-ce de niveau 1, c'est-à-dire le plus haut niveau au niveau de la méthode, ou est-ce un niveau inférieur, et quel est le grade de cette recommandation, donc l'interprétation qui peut en être faite, un grade A quand la preuve scientifique est établie, jusqu'à un grade C quand il y a un faible niveau de preuve scientifique, correspondant à des études de moindre qualité ou sur des plus petits nombres de cas, ou à défaut, est-ce un accord professionnel qui a été élaboré? Voilà, ça vous permet, là encore, de savoir
si les données que vous exposez ont un fort étayage ou un étayage plus incertain. Voilà, j'espère que ces quelques éléments vous auront aidé à élaborer votre recherche bibliographique et à commencer à planifier dans votre tête comment vous alliez pouvoir étayer vos prochains diaporamas, notamment ce produit pour l'e-learning. Voilà, très bon courage à tous et puis à très bientôt.